Nous sommes toujours à l'enregistrement du One A Club et j'accueille Thio, auteur entre autres du plan de défense stratégique des Blue Stars. Bonjour Thio. Bonjour. Ton ouvrage a été plutôt bien accueilli par la critique. Comment en es-tu arrivé là ? Disons que c'est un long cheminement, un vrai travail de fond qui a commencé d'abord par un soutien sur Tipeee de Tot, Chavon, Carrot, Warloff aussi, sans qui vraiment j'aurais jamais pu arriver à ce résultat. Voilà, j'aurais pas pu investir dans le papier toilette pour aller suffisamment réfléchir. Quoi. C'est ça qui était vraiment important pour moi. Tu penses que les solutions de crowdfunding comme Tipeee sont une solution pour les auteurs ? C'est une solution, mais il faut avoir vraiment une vraie fanbase, une fanbase de qualité, qualité ER bien sûr. Mais c'est le mais je trouve que c'est vraiment le moyen le plus juste, de se financer. Chacun donne un petit peu ce qu'il veut avec ce qu'il peut, sans engagement, 3 fois sans frais si vous voulez. Et on peut du coup définir une limite mensuelle. Eh bien, merci Thio, j'ai hâte de pouvoir te relire. Mais au fait, j'ai pas fait de crowdfunding pour faire mon playbook. Est-ce que tu peux finir en disant « Bonjour, je suis Thio et vous écoutez La Voix des Bulles ». I am Thio and you're listening La Voix des Bulles. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui ne fait pas d'interview. Bonjour les gens, nous sommes en vidéo pour faire notre One A Club. Alors c'est un peu intimidant, on n'a pas trop l'habitude. Pierrick, tu peux y mettre un petit peu d'énergie s'il te plaît dans cette voix là ? Excuse-moi, je suis un peu perturbé, je suis en vidéo, là, je me vois à côté. Une espèce de jeune jouvencelle. N'oublie pas que tous les gestes que tu fais seront filmés et seront retenus contre toi. Oui, je sais, tout à fait. Donc je fais... On a donc vu le déhanchement de Tizak sur le générique. Alors là, on voit pas encore Tizak. Le petit mouvement. Et non, parce face. que c'est pas toi qui gères la technique, c'est monsieur là. C'est voilà. lui. C'est dommage. Et donc, du coup, là, ce que tu viens de faire, on n'a pas vu. Voilà. Je sais. En plus, je t'ai mis une caméra toute pourrie où t'es tout jaune dessus. Alors, désolé pour les auditeurs qui nous écoutent en audio. On va essayer de faire un effort. Non, mais c'est un truc raciste, ça. Ouais, totalement. Parce que tu continues comme ça, moi, de faire appel à mes cousins, on va venir te tataner la gueule grave. Ah non, moi, les gens jaunes, je pense au Playmobil et aux Simpsons. Quoi tu penses, toi? Et au mignon, au mignon. Voilà. Donc, ce One A Club est un peu spécial, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live, et là on s'est dit on va faire un live, on va faire de la vidéo. On est des malades. Oui, alors d'ailleurs pour le sketch, toutes nos excuses. Hein. Vraiment. Comme d'hab. Voilà. Non, mais là, on avait d'autres idées, mais on n'a pas eu le temps de les mettre en place. On en avait discuté, mais bon, le dictateur a fait son dictateur. Mais voilà. Bon, mais tout ça pour dire que l'Oscar, c'est pas pour tout de suite. Non, pas de suite. Donc, je suis One A Pied. Pour nous accompagner, il y a Thierry qui ne fait que se plaindre comme d'habitude, mais tu le fais bien. Comment ça, Thierry? Tizak, pardon. Depuis quand tu m'appelles Thierry sur une émission? C'est vrai. Voilà, je t'ai grillé, maintenant tout le monde sait que... Bon. Appelle-moi Brigitte si tu veux. Mais Et Brigitte numéro 2, Thio. Brigitte Thio. Brigitte Thio, bonsoir. Brigitte Thio. Voilà, et exceptionnellement, bonsoir, nous avons un co-animateur d'exception pour nous accompagner aujourd'hui. C'est Jérôme. Coucou Jérôme. Non, tu dis pas c'est Jérôme. C'est Jérôme, ça passe pas. C'est Jérôme. Il n'a pas changé, et il n'a pas changé. Si vous saviez le nombre de fois qu'on me l'a faite celle-là. Putain, si vous saviez. Bon, ok, donc Brigitte Macha-Meryl, qui a presque une voix ce soir, est avec nous. Mais profitez-en bien au début. C'est étonnant et ça va pas durer. Thio, profites-en. Voilà, parle au début parce qu'après. C'est pour ça que je fais le crowdfunding. Ah oui, c'est vrai, on t'a mis au début, c'est pas pour rien. Ensuite, on va faire donc un petit peu des chroniques et ensuite, après, il y aura plus rien. C'est vrai, on a quelques chroniques sympathiques ce soir. Donc aux chroniques, on va avoir Arthur Cravan, Capitaine Zorg, le chemisier. Alors, excuse-moi, on dit Cravan ou Cravan? Non, parce que c'est comme vegan ou végan. Il y a une discussion. Alors, je crois que c'est Cravan, parce qu'en interview, Jack Manini m'a dit Cravan. Non, il faut pas perdre nos quelques auditeurs en direct. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais si. On t'embrasse, Amandine. Je peux finir mon programme, les gens. Bisous. Ensuite, on a Conan le Cimérien, suivi de Ernest et Rebecca, et Timo l'Aventurier. On reviendra aussi sur un petit express pour le tome 11 de Seul. Et enfin, on pourra vous lâcher si vous êtes encore là, parce que je ne sais pas si vous allez rester. Sauf qu'il faut savoir que après, il y en a encore.
Oh, bon, on va commencer tout de suite par le online. Alors juste pour être un petit peu précis, pointu, affûté, on parle donc de crowdfunding et pas de online. Je vous remercie, monsieur le dictateur, qui a donc repris mon émission à son seul mérite depuis déjà plus d'1 mois et demi. Voilà. Puis tes règlements de compte, Tout ça parce que j'ai fait des tonnes d'interviews Equibisque. Ouais. Non, il a fait plein de splash page, mais sans moi. Splash page. Donc on va commencer en fait par un petit crowdfunding qui est Auguste et les Corbeaux chez Ulule. Excuse-moi, Auguste et les Corbeaux et autre histoire. C'est donc l'éditeur, ça s'appelle Les Siffleurs. C'est fait par Margot Château. Donc ça va être plusieurs petites histoires. Il faut que tu arrêtes de me souffler dans l'oreille. Qui s'adresse donc justement de 8 à 99 ans selon elle-même. Plusieurs petites nouvelles. Moi, au niveau du graphisme, ça m'a vachement... J'ai accroché. Je pense que c'est pas un graphisme qui peut plaire à tout le monde, clairement. Mais voilà, je fais... Un petit côté un peu naïf, ouais. Ben, ouais, mais moi, ça m'a accroché de suite. Donc, du coup, c'est un petit... un crowdfunding sur Ulule, donc ça sera pour faire un 176 pages en 16 par 23. Voilà, ça donne envie. 10 €, vous allez avoir le PDF. Pour 20 €, vous avez le livre dédicacé si vous allez le récupérer à Angoulême. 25 €, il sera dédicacé et envoyé chez vous. C'est à vous de voir. On peut le faire envoyer chez quelqu'un d'autre. Tu peux Sinon, à l'ouvrir. 18,60 €, vous avez le PDF dédicacé à aller récupérer au pôle Nord. Donc voilà, c'est 4 petites fables philosophiques qui sont proposées dans le bouquin. Je pense que ça peut avoir un vrai truc qui match, quoi, un truc qui fait bien. T'as investi, t'as mis des sous? Alors non, parce que je viens juste de recevoir ma paye, comme je suis fonctionnaire. Ouais, tu vois, c'est que le 27 du mois. Que de la gueule. Non, parce qu'en fait, depuis que je fais le crowdfunding, ça me coûte trop cher, en fait. Mais j'investis pas sur tous, c'est vrai. Et sur celui-là? Je pense que oui. Ah. Ça va venir, parce qu'en fait... En même temps, vu qu'il y a le suivant sur lequel il risque d'investir, Ben sauf non, si Pied-Pied le fait. Non, parce que je vais le faire. Non, parce que Pierre, il va le faire, donc du coup, là, je m'en fous. C'est pour ça qu'il faut... Attends, faut que je lance un jingle, c'est ça hein. Ben, en fait, c'est mon geste. Voilà. Ouais, mais alors naviguer entre les 15 000 fenêtres pour faire le live et tout, c'est galère. Non, mais tu arrêtes de faire ta pêcheur, oui. Oh. Alors, un deuxième crowdfunding, donc chez Ulule, le lancement des éditions. Alors, Kinaïe, Ouais. je l'aurais dit comme ça. Canaille. Canaille Club. Le Canaille Club, donc. Un nouvel éditeur, voilà, sur des BD 100% américaines qui vont être, alors des BD 100% américaines, donc pour enfants, qui vont avoir quand même des traitements qui sont, je trouve quand même très adultes dans ce qui est proposé, parce qu'il va y avoir justement sur l'homosexualité, sur la violence, la violence faite aux femmes. Enfin, il y a plein de choses qui sont traitées dans ces bandes dessinées. Histoire de vous rassurer, ce n'est pas sponsorisé et parrainé par Bastien Vives. C'était du trashage gratuit. C'était donc le premier moment, donc malsain ou malaisant Voilà. du podcast. Je te remercie, Isaac. C'est gratuit. Voilà, C'est lui, c'est notre instant malaisant. Je fais un jingle. moi. Instant malaisant de Isaac. Ah, voilà, tu parles tout le temps de jingle. Donc voilà, 3 graphismes qui sont assez différents sur les 3 BD qui sont proposés pour l'instant. Ils en sont qu'à 10%. Combien de jours encore? Il y en a encore pas mal parce que du coup, c'est 4 ans. juste... Il reste 23 jours, donc il restera une bonne vingtaine de jours quand vous écouterez ce podcast en différé, parce que maintenant en direct, vous êtes dans 23 jours. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, j'ai du On a mal l'impression à... d'être à la période du direct Capitaine. différé, On a l'impression d'être à la période du Capitaine. Sauf que lundi, il sera en ligne, celui-là, de podcast. Donc, ils sont qu'à 10%, et je pense que ça pourrait être vraiment un super truc, parce que c'est, à mon avis, c'est pas la cam qu'on peut trouver facilement sur de la BD, on va dire, produite en France pour l'instant, et ça peut être vraiment novateur et intéressant. Donc, allez-y à fond. Pour 18, 19 ou 20 €, vous aurez un des 3 premiers tomes qui est proposé, sachant que s'ils arrivent à dépasser donc plusieurs paliers, il peut y avoir plus de BD promus qui sont proposés. Et pour 50 €, vous avez les 3 BD, une sorte de starter pack de l'éditeur. Et normalement, Monsieur One-Eye-Pied a dit qu'il allait prendre le starter pack. C'est vachement tentant. Voilà. Ben, c'est pour ça que j'ai proposé qu'on les prenne nous, mais t'as pas voulu. Il a eu une prime de Noël. On discutera un peu de ce qu'on fera de notre argent. Non, je viens d'être payé. Ah ben toi aussi. Voilà, T'es c'est- un fonctionnaire, toi? Ah. C'est... Ouais, ok. Je lance un jingle, c'est ça? Non, il est pas parti. Il va rester où J'ai il est. appuyé alors. sur le bouton, il est pas parti. C'est nul. Hein? Et donc à ce moment-là, on passe aux chroniques. On va donc commencer par
le défi. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur Pied, le défi? Alors le défi, on a un peu changé notre façon de faire les choses pour pouvoir se permettre de recevoir des invités comme Jérôme et leur donner une possibilité d'avoir lu un peu des choses dans notre pile et puis aussi de nous proposer des choses. Et puis comme on a un peu tendance aussi à toujours vouloir lire les mêmes choses et être plein d'a priori, j'ai décidé que maintenant on pouvait mettre au défi un des autres chroniqueurs et lui dire « Toi, ça, peut-être que tu vas pas y aller parce que ça va t'intimider, mais il faut que tu le lises. » Parce que je pense que ça va te plaire. Tu penses vraiment qu'on se laisse intimider par des bandes dessinées? Pourquoi tu prends cet accent quand tu... Je ne sais pas. Enfin, ceci dit, c'est vrai que l'adjectif me semble peu à propos. Voilà. Bref, Peu à propos. Bref, l'idée c'est de forcer un membre de l'équipe à lire un truc. Voilà, l'idée c'est ça. C'est Voilà. plutôt nous forcer à. Voilà. Et donc, je sais que pour ma gueule, je vais manger du manga. Voilà. Bah là, je t'ai fait lire pas du manga, tu vois. Oui. Je t'ai sorti Arthur Cravan. Donc c'est le premier défi qu'on lance depuis l'opération, parce qu'il n'y en aura pas tout le temps. Hein. Et bah, est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce Arthur Cravan? Alors, je tiens tout d'abord à préciser que c'était un défi absolument impressionnant pour moi, puisque j'avais failli l'acheter, tout simplement. Donc... Ah oui. Ah ouais, là, tu vois, j'avais tapé juste, je me suis dit, ça va lui plaire, il faut qu'il le lise. Et en fait, oui, parce que la couverture m'avait plutôt attiré, le pitch m'avait plutôt attiré, et puis je me suis dit... Oh, encore un truc de biographie. Bon, alors du coup, c'est la biographie de qui? C'est la biographie de... C'est compliqué à définir. Ce garçon est assez particulier, c'est-à-dire qu'il est à la fois poète, boxeur. Alors, neveu d'Oscar Wilde, en tout cas pour qui veut bien croire qu'il est neveu d'Oscar Wilde. Ça a l'air crédible. Hein. Ça a l'air crédible, mais bon, vu la quantité de mensonges qu'il peut proférer à la seconde... Tout peut être mis entre guillemets ou en tout cas avec des points d'interrogation. Quoi qu'il en soit, comme le dit Randall Flagg, les chiens à bois, le Cravan passe. C'est pas de moi, je ne fais que dire le chat. Mais je pense qu'on peut l'inviter. Randall, il est au level. Il est au taquet. Il est au bon niveau. Coucou Cobal. Donc Arthur Cravan, boxeur, neveu d'Oscar Wilde, poète, déserteur, coureur de jupons, critique artistique, enfin lui critique dans le sens vraiment il descend en flamme certains artistes qu'il n'aime pas. Tous. Ou tous. Dès qu'ils n'aiment pas leur gueule, leur manière ou leur femme, il les descend en flamme. Précurseur du dadaïsme, ça en soi, pourquoi pas? On va dire en tout cas, il a. Ça, c'est pas lui qui se définit comme ça. Hein. Non. C'est les dadaïstes qui le définiront comme tel. Exactement. C'est-à-dire qu'il a fait partie de la troupe qui a permis de se faire connaître. Ce qui est certain, par contre, c'est que c'était un immense provocateur, quelqu'un qui avait un culot incommensurable et qui a permis de faire bouger un petit peu les lignes. En bref, une biographie assez riche, assez haletante dans le rythme, et au final très intéressante, même si un petit peu déroutante. On peut flinguer ou pas du tout? Tu as le droit. Mais si toi t'as pas aimé, t'as le droit de le dire. Alors moi j'ai bien aimé, mais j'ai pas du tout trouvé ça haletant en fait, parce que c'est interrompu. Alors, on est en live? On est en Oui, live, oui, et on est en live. la caméra sert à ça. Putain, il y a des caméras les gars. Alors attention, hop, voilà. Là il y a un livre, voilà. Oui, et c'est dur, hein, on a plein de trucs autour de nous. Surtout, Donc, par contre, voilà, décris bien ce que tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont faire que nous écouter, et il faut penser à eux. alors c'est un pavé de 210 pages. Oui, c'est quand même un bon qu'elle porte. Hein. Non, là-dessus il n'y a aucun problème, total respect. Par contre... Et parle dans le micro, s'il te plaît. On voit qu'il a pas l'habitude. Hein. Ouais, mais... T'as vu toutes ces contraintes de malade. Vous êtes compliqués, les gars, là. Par contre, voilà, en fait, c'est ça que je veux montrer. À peu près toutes les... Ah c'est le chapitrage, oui. Entre 1 et 5 pages, Ouais. voilà, il y a un chapitre, c'est-à-dire qu'il y a une page, la page de gauche, qui est interrompue par une citation d'Arthur Cravan. Moi, ça a fini par me gonfler, en fait. Ah bon? Oui. Ah, moi j'ai trouvé que c'était très Moi j'ai bien. trouvé ça au contraire. Ça permettait C'était de- la respiration. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je trouvais Et que ça permettait- cassait le rythme. Et ça permettait de bien poser, c'est aussi c'est toutes ces ellipses qu'ils sont obligés de faire Exactement. pour parce passer que de d'époque quelques à années. époque, parce Voilà, c'est qu'effectivement, il y a beau, des comme sauts. quoi il y a 5 esprits, 5 avis différents, c'est magnifique. Pourquoi 5 Parce qu'il y a le rhum aussi qui compte. Ah, ok, d'accord, on remet le 5e, d'accord. Ok, c'est bon. C'est l'esprit des anges qui est avec nous. La part des anges. Mais sinon, c'est une belle biographie et en tout cas, l'auteur s'est donné à fond là-dedans. Oui. Jack Manini, pour le coup, a fait un vraiment super bon boulot. Il y a de la documentation très riche. Moi, j'ai trouvé... Alors, le graphisme, je ne suis pas toujours à fond avec, mais en même temps, ce côté un petit peu plus jovial,
presque enfantin par certains côtés, apporte la légèreté nécessaire aussi, parce que comme tu le disais, une biographie de 200 et quelques pages, ça peut vite devenir indigeste. Là, en l'occurrence, ça donne un petit peu plus de légèreté. Ça évite aussi de surcharger le récit, l'accroche. Comment est-ce on va arriver à accrocher les événements chronologiquement parlant. Et si on devait surcharger ça avec en plus un dessin trop riche en informations ou en traits, ça deviendrait vite un petit peu lourd. Là, pour le coup, justement, ça allège un petit peu l'ensemble. C'est en soi un bon choix. Est-ce qu'il est possible de rappeler que l'auteur a bossé 2 ans sur ce projet et que Arthur Cravant est mort à 31 ans. Donc une vie très riche et très courte. Et qu'il faisait plus de 2 mètres. 2,05 m. Oui, moi j'ai trouvé que c'était déjà un personnage dont j'avais jamais entendu parler, que j'avais trouvé super intéressant au niveau de cette biographie. Je me suis vraiment posé la question de savoir à quel point Jacques Manini avait inventé des trucs pour épaissir son récit, etc. Et dans l'interview que j'ai faite de lui à Saint-Malo, que vous pouvez entendre dans la première splash page spéciale Quai des Bulles. Crâneur, je place le produit. Ouais, je sais. Il expliquait que non, il s'était vraiment basé sur des faits. Alors je sais pas à quel point il m'a entubé ou pas. Il est peut-être très très fort. Mais ouais, c'est vraiment un personnage hallucinant et j'ai trouvé ce récit. Moi, ça m'a captivé du début à la fin, alors que c'est un beau pavé. Thio. Écoute, moi, je vais rejoindre Thierry sur le. Tizak, on n'arrivera plus, c'est fini, je crois. Qu'est-ce qui se passe Tizak sur le graphisme. J'envoie sa tête, on peut l'appeler Thierry. J'ai pas été emballé follement, mais clairement, c'est l'histoire d'une. Enfin, il a vécu 12 vies dans une seule, quoi. C'est juste parce qu'il a osé. C'est ces personnes-là que tu rencontres parfois au détour d'une fois de discussion ou qui racontent leur vie. Tu fais mais comment t'as pu faire tout ça, quoi. Et je pense que voilà, Arthur Cravant, c'est vraiment une sorte quand même de monstre d'avoir vécu autant de choses différentes et surtout de les avoir vécues, je pense, à 250 000%. Il a clairement brûlé la chandelle par les deux bouts, mais avec un amour de la vie, un truc de malade. C'est ça. Mais en même temps, en se posant beaucoup de questions, finalement, c'est un garçon qui galopait toujours vers l'avant, avec un ego démesuré, mais qui cachait quand même beaucoup de failles. Son relationnel à sa mère est plus que particulier, plus que défaillant. Freud aurait aimé. C'est un client fabuleux. C'est un garçon qui mordait dans la vie. Comme tu le disais, il brûlait la chandelle par les deux bouts, mais au final, parce qu'il avait du mal aussi à s'aventurer pleinement dans une relation, à s'ancrer à un endroit définitivement, par peur de l'ennui, par peur de la mort, par peur de l'engagement aussi, tout simplement. Il ne se pose pas tant de questions que ça non plus. Il y a plusieurs passages, notamment vers la fin, où le garçon, il est en déprime. Hein. Il est en déprime complète. Ouais, on est sur la dernière année de sa vie. Sinon, les 30 premières années de sa vie... il était en sprint le reste du temps. C'est ça. Il y va, il fait 2 mètres, t'es pas d'accord, je te mets un nion, quoi. C'est ça. Mais avec une intelligence quand même, une verve, une capacité rhétorique hors du commun. Arriver à clouer le bec à des gens lettrés, à des gens de lettres, dont c'est le métier, dont c'était le pain quotidien... Lui, c'était Monsieur Personne, quelque part, dans l'histoire. Ouais, faut être modéré quand même, parce qu'il fait que démonter. Sa critique n'est jamais constructive. Mais bien sûr, lui-même ne construit rien. Donc, à un moment donné, il a peur de se confronter. À un moment donné, projetons-nous, nous, à ce moment-là. Nous, on est chroniqueurs. Je veux dire, on travaille pas comme ça aujourd'hui, heureusement. Moi je passe mon temps à démonter alors que je prends jamais un crayon. On se projette, c'est pas vrai. On se projette à la place du peintre. On n'a qu'une envie, c'est de lui péter la gueule. Mais sauf qu'il fait 2,05 m. Ouais. Et il joue là-dessus. Et à l'époque, c'était pas très courant, les 2,05 m. Oui, puis en plus de faire 2,05 m, le garçon fait de la boxe. C'est pas le dernier des manchots non plus, même s'il en fait des caisses. Il se démerde bien en plus. Il se démerde quand même bien, le kiki. Donc, non, voilà. Il a aussi du talent, quelque part. C'est ce que je te disais. C'est qu'il a une verve hors du commun. Oui, il l'utilise peut-être pas à bon escient, mais il a quand même des capacités qui sont au-delà du simple gros bourrin, entre guillemets. C'est pas seulement il fait 2,05 m. Il avait quand même en plus un talent. Ouais, bon, globalement, on a bien aimé. Tu mets quelques réserves quand même sur le rythme, Jérôme. Une petite réserve. Mais ça reste un bon album.
Voilà. Donc, Arthur Cravan va éviter le coup de cœur de par cette réserve. Tu vois, tu vas nous pourrir. Ah bon Si on avait pas Ah mais non, invité mais je Jérôme, connaissais pas les règles, excusez-moi. Non, mais c'est ça. Voilà. Moi, personnellement, j'aurais lancé un coup de cœur dessus. Voilà. La règle, mais c'est... non, en fait. Voilà, Claude, non, voilà, mais Claude. je suis qu'invité, moi. Ça compte pas. Non, mais tu es si, chroniqueur invité, donc ta voix vaut autant que les nôtres. You're a part of the team. Autant te dire qu'à 4, avant qu'on ait un coup de cœur... Ah oui, ça va pas être gagné, les gars. Hein. Alors, juste pour ceux qui écoutent, si un jour il y a un coup de cœur sur les 4 qui sont d'accord, je crois qu'il faut y aller. Hein. Ouais, mais ça peut arriver dans les 2 prochaines Ne vous inquiétez pas, voilà. Capitaine Zorg arrive. Et donc, c'est avec une immense fierté, un truc quand même qui, quelque part, je me dis, ma rubrique ne sert pas à rien. Tu sais quoi, t'es même pas obligé de le montrer parce que maintenant on l'envoie à la vidéo. C'est trop bien. Mais tu le fais bien. Vas-y, continue. Et donc, je fais des choses inutiles, certes, mais Ton doigt est hors champ. je suis quand même rempli d'une immense fierté. Parce que j'ai proposé Captain Zorg lors de mon crowdfunding. Et quelqu'un l'a acheté. C'est moi. Voilà. Donc, Captain Zorg, pour vous faire 4 albums ont été vendus en France. Hein. un petit... plus que ça, parce que le Ulule a fonctionné. Oui, lui, il a fonctionné. Faire un petit pitch rapide. La Terre va crever. Et on fait un vaisseau qui doit aller conquérir une nouvelle planète pour que l'humanité puisse survivre. Excuse-moi, on est en quelle année? Je sais pas, mais on s'en fout. Ah non, on s'en fout pas. et- On est en 6324 après Beyoncé. Et comme... Oui, la date est importante. Surtout pour Beyoncé. C'est le après quoi. Et comme en fait les meilleurs en fait ont pas envie de partir, ils ont pris en fait tout ce qui est resté quoi, le fond, le fond du fond. Fond de couilles. Alors ils sont partis à bord du Zboob pour. C'est le nom du vaisseau. C'est le nom du vaisseau. C'est le Zorg Belly Omnius Ultimate Battleship. Bravo, tu sais lire. Yeah. Avec un capitaine qui est au taquet, qui est un alcoolique notoire, et ils vont essayer de partir donc à l'autre bout de l'univers pour refaire une planète Terre quoi, un truc beau, je veux dire un projet quand même qui humainement parlant est porteur. Mais le problème c'est que quand tu prends que des bras cassés quoi, forcément ça va partir en quenotte. Même les robots sont... Même les robots en fait sont... ils ont une mise à jour à faire. Ils ont une mise à jour Windows à faire. Alors en fait le robot le seul truc qu'il a c'est qu'il a la capacité en fait de faire une épilation laser. Et là je pense que les auteurs donc Cam M. Kamak et Issa Boone doivent écouter l'apéro du capitaine parce que la première chose que pense le capitaine avec une épilation laser, c'est à se faire épiler les testicules. Et il annonce fièrement qu'elle brille comme des boules de billard. Ouais. Et c'est ça, la classe. c'est quelque chose qui revient souvent dans l'apéro du capitaine. C'est le seul truc qui t'a marqué de l'ensemble de l'album? Alors, parce que c'est un peu léger quand même, monsieur. C'est juste une référence, mais alors sur l'ensemble de l'album, je me suis bidonné. J'ai beaucoup ri parce que c'est nawak. Mais c'est un nawak qui est totalement assumé et qui en même temps a une histoire quoi. C'est pas juste on fait n'importe quoi pour vous dire allez on fait des gags à la con. Non, mais tous les gags à la con en fait te produisent une histoire, une sorte de vraie épopée de space opéra quoi. C'est génial. Oui, les strips sont suivis, l'intrigue avance, ça va très loin, il y a des histoires de voyages temporels, d'autres dimensions et compagnie. Enfin, c'est... Il y a de l'intrigue politique, il y a des traîtres, il y a des retournements de situation. Il y a des spécialistes aussi en linguistique et en sociologie pour se mettre d'accord sur les premiers mots à prononcer en rencontrant une nouvelle race. Et donc là, après de longues tergiversations et discussions, ils se sont mis d'accord sur bonsoir. Ça, c'est la rencontre entre deux vaisseaux. Il fallait un point d'amarrage. Mais bien sûr. C'est ça. Aucun doute. Pour information, au cas où certains auraient un doute, le vaisseau du capitaine, donc le fameux Zboob, était à gauche sur l'image. Oui. Ils l'ont designé. Mais qu'est-ce qu'il y avait à droite? Je sais plus quel nom il a celui-là. C'est le vaisseau du méchant. Parlons un peu de ce graphisme un peu simple. On est pas loin du bonhomme bâton, mais qui a toute une efficacité parce qu'on a des personnages. Moi, je trouve avec ce style-là, ça me fait penser au travail de Marc Dubuisson, qui fait aussi des dessins très simplifiés dans ce genre-là. Qui fait la préface d'ailleurs. Oui, qui fait la préface. Et je trouve ça très efficace pour ce genre d'humour parce que c'est un dessin qui va à l'essentiel, qui se prend pas la tête. En plus, il y a une sorte de faux papier jauni pour faire vieux strip de SF. Je trouve qu'il y a... je trouve que c'est une BD, moi, qui m'a beaucoup plu, parce que, c'est de l'humour un peu lourdingue, mais
qui assume d'être de l'humour lourdingue, qui dit attends, on va faire une blague sur le cul, tu vois, qui sait qu'il est lourd quelque part et qui le revendique. Oui, des fois on est un peu lourd, mais c'est pas grave parce qu'on a envie de déconner. Et j'ai passé vraiment un très très bon moment à lire cet album parce que j'ai souri très souvent, que c'est du strip et que je l'ai lu d'une traite et que souvent le strip d'une traite c'est un peu lourd. Et là non, ça passe tout seul quoi. Parce que justement il y a cette intrigue qui est bien filée. On sent vraiment une super efficacité et puis aussi beaucoup de références au genre. Ils se moquent aussi pas mal du genre avec des petits pics qu'ils envoient aussi aux incohérences que tu peux avoir dans les grands univers de SF. On sent que les mecs ils savent de quoi ils parlent, qu'ils en parlent un peu lourdement, mais qu'ils le font bien. C'est avant tout des fans, voilà. C'est le bouquin fait par des fans pour des fans. Alors moi, contrairement à toi, je l'ai pas lu d'un seul trait. Clairement, je l'avoue, hein, c'était ma BD de chiottes, et elle y trouve parfaitement sa place. Voilà, je me suis surpris à rire tout seul comme un con aux chiottes, tu vois. Donc, contrairement à vous, pas forcément tout du long. Mais il y a quelques passages. Pas tout du long. Il y a des moments où tu souris, il y a des moments où tu ris. Il y a quelques passages où on se fait attraper et où ça marche quoi. Ça marche vraiment très bien. Excusez-moi, moi, je découvre la BD ce soir. En la feuilletant, j'ai quand même les yeux qui saignent. Oui, toi, t'es un esthète, t'aimes que les trucs super réalistes d'historiens là. En même temps, voilà, dans les remerciements, remercier Isaac Asimov, Frank Herbert, Arthur C. Clarke, H.G. Wells, George Orwell, Philip K. Dick, Code Quantum, The Expanse, la 4e dimension. Ces gens-là ne peuvent pas être totalement mauvais. C'est ça, c'est l'idée. Là, c'est ce que je disais. Aussi. C'est des gens qui sont fans du genre et qui écrivent ça pour les fans pour arriver à capter une bonne partie des références, quoi. Non, voilà. À l'arrivée, le produit, je trouve, tient la route et tient ses promesses, ni plus ni moins. Franchement, je pense que le mec qui a conseillé ça sur un crowdfunding était vraiment bon. Moi, je mettrais un coup de cœur, je vous le dis, hein, parce que dans le genre strip, quelque chose qui marche aussi bien, c'est pas si courant, et moi, je mettrais un coup de cœur. Un excellent choix. Même si c'est pas le truc super intelligent, tout ce que tu veux, voilà. Excuse-moi, j'ai mon voisin de table qui ne t'écoute absolument plus, qui est en train de se pignoler sévère sur. Putain, j'ai trouvé un super truc, quoi. Bon, tu mets un coup de cœur, ce qu'on te finit. Oui, parce que pour plein de raisons, et peut-être pas les bonnes, mais oui. Non, moi je mets pas un coup de cœur. Là, tu vois, tu nous casses notre coup de cœur. Je peux pas mettre un coup de cœur là-dessus. Tu vois, mais ça, c'est ce côté élitiste. Mais ça, c'est les Aixois qui achètent des Macs. Voilà. C'est sympa, ça marche bien. Putain, j'achète un Mac. Où tu as vu que j'ai acheté un Mac pour être Non, t'es un Aixois, assume. Non, voilà. Allez, va jouer au golf. C'est simple. Excuse-moi, je fais du tennis, je peux pas tout faire. Ton poignet va comment? Pardon. C'est à force de faire du tennis branlette. Non, je peux pas le recommander pour une. Parce que tu comprends, parce qu'il trouve que cet humour, l'humour de la BD est trop lourde, dit-il après avoir parlé de tennis branlette. Ma vie, mon œuvre. Alors, je pense pour les prochaines, il faudrait quand même qu'on ait une sorte de petite lumière pour savoir où est la caméra. Là, elle est sur les deux, là. Oh, rassurez-vous, okay. Tout le monde me voit tout. Tout le monde, d'accord. Donc, tout le monde a vu mon facepalm de malade, je pense. Le côté un peu atterré, voilà. On passe à la suite, parce que là, on va revenir sur du léger. Par contre, si vous voulez qu'on vous voit mieux, tous les deux d'ailleurs, hein, il faut essayer de baisser les micros. Non, moi, je peux pas plus. Non, il faut surtout qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, qu'ils se collent l'un contre l'autre. Donc, on passe sur un truc plus léger, c'est ça? C'est une belle histoire. Ouais, tu peux pas mettre le micro un peu sur le côté et tu vois, te décaler? Non? C'est pas possible de le mettre un peu comme ça, ton micro? Comme ça, tu vois? C'est que j'ai plus de table, en fait. Ah. Je suis déjà au bord de la table. Problème de logistique. La suite, hein. Oui, nous allons parler du chemisier de Bastien Vives. Non, c'est pas le tien. Il trouve... Bref, je ne ferai pas de commentaires. Séverine est une jeune étudiante qui a une vie, tout ce qu'il y a de plus banal. Elle traîne avec son petit ami geek avec qui elle vit. Elle fait du babysitting. Et un jour qu'elle est en babysitting, il y a la gamine qui lui vomit dessus. Et donc elle doit trouver quelque chose pour se rhabiller, quoi. Et le père de famille lui propose un chemisier. Alors sa femme, pas le sien. Oui, le chemisier de sa femme. Et alors que c'était une jeune fille très effacée, très discrète, d'un coup, elle attire toutes les convoitises, les regards vers elle. Et elle commence à vouloir essayer d'exprimer et d'expérimenter le désir qu'elle provoque et sa sexualité. De sortir un peu du cadre dans lequel elle est. Est-ce que c'est parce qu'elle a une grosse paire? Oui, mais ça, c'est parce que c'est du Bastien Vives et qu'à un moment donné, chacun y met ses obsessions.
Donc voilà, on est dans le style graphique de Bastien Vives, moi que j'aime beaucoup, qui a un style très tout en souplesse, tout en élégance et en finesse. En rondeur, ouais. Et en rondeur. Il me fait un signe du doigt. Parce qu'en fait, il cherche le chemisier. Voilà, oui. Donc, il cherche le chemisier que voilà. Regardez, oui, on le passe en live sur la vidéo. Et donc, graphiquement, c'est un noir et blanc, au niveau de gris, un peu jeté. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Qu'avez-vous pensé du dessin ? On reviendra sur le scénario après. Le dessin, c'est du 100% Vives, ça fonctionne très bien. Les découpages, les cadrages, ça marche très bien. Voilà. Après le scénario, on va revenir pareil dessus. Mais moi, j'ai trouvé la partie graphique, voilà, tonitruante de bout en bout. Ça veut dire quoi, tonitruante de bout en bout ? Égal, il n'y a pas de moment de flottement, tout est bien pensé, tout est bien réfléchi, on ne se lasse pas. Pour tout vous dire, je l'ai lu d'une traite, extrêmement vite, voilà. Alors que c'est quand même lui aussi un petit pavé en termes de nombre de pages. Certes, ce n'est pas forcément extrêmement dense non plus. Mais Vives, ça se lit vite et ça s'oublie vite, non ? Oula, tu es déjà dans la critique. On n'arrête jamais. Alors, je vais venir sur le dessin. Je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Mais je vais venir un peu. Ouais, non, tu. Alors, Tony Truant, je sais pas, mais bon, voilà, ça m'a pas. Sébastien Vives, c'est pas non plus le meilleur. Il y a des bouquins de Bastien Vives. Paulina m'avait clairement scotché. Celui-là, beaucoup moins. Moi, il y a quelque chose qui m'a surtout gêné vis-à-vis du scénario. Non, on parlait du dessin. Oui, mais justement, on passe au scénario, ça y est. Ah, ok. Je pense qu'on a fait le tour. Le dictateur a dessiné. Ouais, je sais. Il n'a pas dit qu'il pensait du dessin. Ah si, je l'ai dit. Il a dit que je l'ai dit, tu m'avais écouté. C'est que on arrive après la polémique qu'il y a eu sur Petit Paul de Bastien Vives. Donc, pour rappel, Petit Paul est un... Petit Paul et Gros Kiki. Est une histoire qui est sortie dans la collection BDQ, non, chez Delcourt, là, pour le coup, dans une collection de cul, qui montre un garçon avec un gros kiki et qui couche avec tout ce qui bouge, son instinct, machin chose, etc., qui était de l'ordre du fantasme et qui a été interprété par beaucoup comme quelque chose d'un peu trop transgressif, voire pédophile, qui montrait un peu... Donc ça a créé tout un débat, qui était un débat intéressant sur ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut dire, etc. Et là, moi, il y a quelque chose qui m'a perturbé, c'est que j'avais ce débat en tête et que très très vite, dans les premières pages du chemisier, il y a une scène où la petite fille chez qui Séverine fait du babysitting commence à montrer son sexe et à expliquer des trucs dessus. Et là, tu cherches en fait l'intérêt dans le récit de cette scène. Et je n'en ai vu aucun. J'ai peut-être raté un truc, une interprétation, mais pour le coup... il y avait quelque chose qui m'a énormément gêné sur le propos. Ensuite, on est dans ce jeu du désir, on a des scènes très crues au niveau sexuel derrière, etc. Cette fille qui cherche, qui est un peu paumée. Mais tout de suite, parce que j'ai eu cette scène quasiment dès le début, ça m'a complètement biaisé ma lecture et j'ai pas pu rentrer dans le truc, alors que j'aurais peut-être pu apprécier autrement. Parce qu'il y a ce débat autour et je pensais à vous m'être fait un avis sur lequel je pensais que Petit Paul n'était pas si mal et que c'était plus de l'humour et que c'était pas grave, que ça avait un côté transgressif. Et là, d'un coup, je commence à avoir des doutes sur mon jugement. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler que Petit Paul fait suite à une sœur qui a été encensée, mais comme le chemisier a été encensé, il a récupéré des prix. Moi, une sœur, je le dis, m'a énormément dérangé. Je trouve que cette histoire entre deux gamins, 13 et 16 ans, c'est extrêmement dérangeant et que je suis sorti de cette lecture de Une sœur avec un vrai malaise. Donc je pense que la polémique ne tient pas qu'à Petit Paul. Voilà. Enfin bon, bref, moi ça m'a perturbé là-dessus. Vous, avec vous, la même lecture que moi, ou est-ce que vous avez été proche de toute cette critique, qui a même donné un prix il y a pas longtemps au bouquin Déjà, donner un prix, moi j'aurais dit non, mais j'ai pas été choqué dès le début comme toi, Pierre, mais moi j'ai pas été emballé parce que l'histoire, en fait, pour moi, n'avance pas. Il y a rien qui est intéressant, il y a rien qui me questionne. J'ai vécu le truc, j'ai vu le truc, et tu fais bon, ok, et à la fin tu fais et quoi de plus, quoi. Et à la fin je me retrouve avec encore une... Alors tout le long il y avait, je trouve, des scènes qui étaient gratuites, et la dernière scène qui est, je trouve, la gratuité la plus totale, c'est cette scène de fin avec donc le regard extérieur un peu voyeur, et tu dis mais pourquoi ?
Et donc, ouais, non, moi, le dessin m'a pas emballé par rapport à d'autres de Bastien Vives, enfin, surtout Paulina. Et là, le scénario non plus m'a pas saisi, quoi. Donc, pour moi, c'est pas un bon moment de bande dessinée, clairement. Alors moi, je vais prendre vraiment le contre-pied de tout ce que vous avez dit, et je vais vous proposer les choses différemment. Si le titre du livre n'avait pas été Le Chemisier, si le titre du livre avait été Le Regard. Ça n'aurait rien changé en ce qui me concerne. La thématique qui est abordée là-dedans n'est pas la thématique du chemisier, c'est la thématique du regard qui est posé sur quelqu'un que tu portes sur toi-même. La scène de la petite fille vient servir de point de départ pour le relationnel entre la petite fille et la babysitter, donc le personnage principal. Et elle explique à la petite fille que les choses qui sont personnelles ne vont pas se montrer. Or, tout le long du bouquin, elle va jouer de son physique à travers ce chemisier pour attirer les regards. Et la scène de fin, c'est le regard de la petite fille qui est en train d'espionner. C'est un positionnement qui est très différent. C'est tout le long, c'est comment est-ce que nous on réagit, comment est-ce qu'on se positionne quand on est regardé ou quand on n'est pas regardé, quand on est observateur, quand on est voyeur. Est-ce qu'on a envie d'attirer le regard, est-ce qu'on n'a pas envie d'attirer le regard, en fonction des moments de notre vie, quand on est en train de découvrir son corps, quand on redécouvre son corps. Pour moi, la thématique, elle est là-dessus. J'exagère peut-être, j'extrapole peut-être l'envie de Vives, mais pour moi, la thématique, elle est là-dessus. C'est comment est-ce qu'on se positionne par rapport au regard de l'autre, par rapport à soi-même, et bien évidemment par le biais de la sexualité, par le biais de l'attirance. La petite fille au début, c'est le papillon, son petit papillon, pour reprendre les termes qui sont utilisés. Elle le montre parce qu'elle est elle-même en curiosité vis-à-vis de ça, et donc sa babysitter lui explique, non, ça c'est personnel, tu n'as pas montré ça, il n'y a pas de regard à avoir là-dessus. Et finalement, la babysitter, à partir du moment où elle se rend compte qu'elle peut être regardée, alors que son mec, qui est une espèce de geek au possible, ne la regarde plus, ne pose plus du tout un regard sur elle, alors qu'elle est plus que désirable, elle retrouve une deuxième vie, et elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver ce regard. Alors qu'elle était dans une vie sexuelle plus que plate, elle se retrouve à avoir une vie sexuelle un petit peu plus débridée, débordante, en tout cas avec beaucoup d'envie. Pour moi, la thématique, c'est le regard. Et c'est là-dessus que porte l'intégralité du sujet. Qu'il soit à débat avec la petite fille ou la petite fille à la fin, ou sur le reste de l'attitude de la babysitter. À mon sens, c'est ça. C'est une interprétation intéressante que je n'avais pas eue, qui me donnerait presque envie de le relire pour vérifier si ça tient la route. Parce que c'est vrai que cette scène de fin... Non, mais c'est-à-dire que j'accepte tes arguments, que tu me réencouragerais à le relire. Non, parce que finalement, quand même, dans ce cas-là, même si l'argumentaire est beau, il te plaît, il te donne envie de réfléchir, ok. Mais dans tous les cas, on peut arriver à la finalité que le titre est pourri, alors. Voilà. Bon, Bastien Vives, si tu nous écoutes, retravaille un peu tes titres, parce que pareil, petit Paul, excuse-moi, il était pas très petit, le Paul. Hein, Polo? Bon, quoi qu'il en soit, ça ne sera pas un coup de cœur. Donc, le chemisier de Bastien Vives chez C'est cool, parce que alors, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Donc là, on a parlé de ça. Ouais. À titre personnel, je l'ai lu d'une traite, à 200 à l'heure. Vraiment, ça m'a capturé et je me suis fait embarquer par la nana, quoi, complètement captivé. En même temps, ça m'étonne pas que ça t'ait pas trop plu. Il y a des similitudes dans la lenteur et dans le non-traitement qui se rapprochaient d'une nuit à Rome. C'est pour ça. Tu vois, c'est mon ennemi juré. Le meilleur homme. Ouais, une nuit à Rome, c'est mon ennemi juré. C'est comme ça. Okay. Sauf le tome 3 qui était déjà... Ouais, cette forme de sensualité, de lassitude où c'est dans le non factuel, dans le non dit, dans le il se passe rien, à la film français, hein, ça c'est la littérature française ou la cinématographie française. Hein. Et voilà, bon, ça, c'est pas que je sois un grand fan de cinéma français, hein, mais voilà, je suppose, en tout cas je suppute, que ça fait partie du point commun qui peut ne pas être... Attends, c'est pour ça que du coup il cite Flaubert à un moment donné pour la lenteur du mouvement, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, ok, Ah, d'accord. C'est bon, on a tout alors. On a tout. Bon, on passe à la suite. Donc, et arrivé de Vives à Flaubert, on est très fort. Ouais, mais là, je veux dire, on va prendre du level. Et à ce moment-là, on a toujours 2 personnes qui nous écoutent? Non, on est à 6 ou 7. Waouh, c'est la folie. Ouais, il y en a qui ont la foi quand même. Il y a de la qualité, hein. Il y a Steph Corr, il y a Jérôme Prin, il y a ouais, même lui, il est là, il est avec nous. Il y a JJ ? Ah ouais.
Hello, JJ. Hello à tous quand même, parce que... Oui, non, là, j'ai pas le chat sous les yeux, donc vous avez la foi déjà de nous écouter. Donc, merci. En plus, maintenant, vous nous regardez. En plus, on parle de Flaubert, c'est trop bon. Allez, on passe à la suite. Et on passe à la légèreté. On passe à Conan ou Conan. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on doit dire. Conan ou Conan Conan. Alors, je voulais qu'on commence par Au-delà de la rivière noire. Pourquoi celui de Gabella et Jean. Pourquoi est-ce que tu commences par Tic et Tac là Parce que c'est le tome 3 en fait, pour information. Ouais, oui, je mais sais, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Voilà, c'est tome 3 dans l'ordre d'édition, enfin de parution. Mais ce sont à chaque fois des histoires indépendantes. Donc, parce que je trouvais qu'il y avait un truc un peu plus intéressant sur le dernier, que je voulais relever, un petit détail que je voulais relever sur le dernier. Tu veux parler de western ? Ouais, donc juste pour récapituler la collection avant de donner le pitch à qui de droit. Il y a Glénat a lancé une collection Conan le Cimérien, en faisant appel à plein d'auteurs qui n'ont jamais travaillé ensemble. C'est un peu l'objectif, autant que possible. Même si, bon, c'est pas toujours réussi. On verra pour le tome suivant. Pour développer leur vision de Conan. Et c'est parfois des auteurs qui connaissent à peine le film, connaissent pas forcément les bouquins, voire même ne connaissent pas forcément le film, et peuvent avoir une image très différente. Ce qui fait que les films. Ce qui fait que d'un point de vue, oui. Ce qui fait que d'un point de vue visuel, on a même des interprétations auxquelles on s'attend pas forcément du personnage. Tu parles de coupe de cheveux ? Pas que de coupe de cheveux, de look global. C'est pas tous des Schwarzenegger en fait au niveau de l'approche. Et donc on va commencer par celui-là, ce que j'ai trouvé assez intéressant au niveau de l'intrigue, et parce que Conan a été écrit par Robert Howard, et ça parle. Le personnage évolue beaucoup, il devient roi à la fin quand même, donc il n'est pas juste un gros guerrier barbare tout du long. Et je trouve que c'est une étape de la vie du personnage qui était assez intéressante, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de le voir dans ce cas-là. Et je vais laisser le pitch à je sais plus qui doit s'en occuper. Hein, c'est qui ? C'est pour ma gueule. 1934. Pardon, excusez-moi. Oui. Oui. Alors 2 secondes, excusez-moi, parce que du coup... ça y est, tu t'es perdu. Non, moi je m'y attendais pas. Mais ça me permet de faire une reprise par rapport à ce que vient de dire Pierre. Conan ne devient pas roi à la fin. Il devient roi dans une des nouvelles. C'est ça. En fait, il n'y a pas de fin. Enfin, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas réellement d'ordre tout à fait établi dans l'ordre de parution. Encore une fois, il y a une vingtaine d'histoires, plus un roman. Et on se retrouve dans chacune des bandes dessinées avec l'une des histoires reprises au choix par les auteurs qui ont été choisis. Donc dans ce tome 3 qui s'intitule donc Au-delà de la rivière noire, c'est Mathieu Gabella au scénario et Anthony Jean pour la partie dessin et couleurs. Et donc Conan, qui fait tous les métiers du monde, c'est un petit peu notre Arthur Cravant barbare. Et effectivement, la seule chose qui n'est à peu près jamais faite, c'est d'être roi. Effectivement, c'est explicitement dit quand il se présente dans l'histoire. Là, cette fois-ci, il est mercenaire, il doit protéger un peuple qui est menacé par des Pictes et qui veulent récupérer leur territoire. C'est une sorte de western, voilà, pour faire simple, où on assiste à la prise d'un fort. Et où Conan va tenter de sauver tout aussi... Alors les soldats, c'est mout, mais il va essayer de sauver les populations qui sont autour, puisque ce sont des colons, et donc il va essayer de sauver les fermiers et les femmes des fermiers pour face à ces invasions pictes, qui sont représentées quand même au niveau des plumes, un petit peu de façon... indienne, je trouve, notamment le grand chef qui est un grand sorcier qui a réussi à réunir l'ensemble des autres tribus de sauvages à la façon d'un grand chef indien, Sitting Bull ou autre, qui avait réussi à unifier comme ça certaines tribus indiennes. Et donc Conan, par sa connaissance des différents lieux, des différents mondes, des différents langages, arrive à contrecarrer partiellement la magie noire du grand sorcier. Ça, c'est la multiclasse. Je vais juste faire un test. Là, dans cette BD-là, c'est un peu Conan l'aventurier.
Oh, putain, il la chante pas. Non, tu me déçois, Oti. Tu me déçois beaucoup. danseurs face au vent, le vrai héros de tous les Ah non, il temps. connaît pas le dessin animé Conan l'Aventurier, Oti. Merde. Conan l'Aventurier, c'est non, je connais le détective Conan, mais Ah non, il connaît pas. Non, franchement, tu me déçois. c'est Vas-y, qui, poursuis. Conan l'Aventurier Excuse-moi. Je pense qu'il y a que lui qui l'a vu, en fait. Ouais. Ah, bon, en fait, il va revenir à la fin. Ah, non, C'est pardon, passé sur TMC dans Recré Kids, il me Pardon, semble. c'était Brigitte l'Aventurière, tant pour moi. Donc voilà, donc bref, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais vous dévoiler l'intégralité de la fin, mais et ce n'est pas l'objectif. Il survit. Oh, le spoil, sérieux. Ça ne se termine pas par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà, donc on assiste dans ce tome à bon, encore une fois du Conan, hein, donc beaucoup de barbarie, mais assez classe, assez visuel. On n'est pas dans la profusion de combats dans la masse. On est plutôt dans de l'affrontement en 1 contre 1, dans de la stratégie, dans de l'intelligence. C'est pas du Conan barbare pure souche, quoi. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Pierre, c'est Conan l'aventurier. Conan qui se positionne non plus en termes de je suis simplement payé pour aller fracasser des crânes. Je sais très bien que militairement parlant, ce qui est en train de se passer est une vaste fumisterie et une vaste connerie. À l'arrivée, les barbares, enfin les Pictes, vont finir par gagner. Moi, tout ce que j'ai à faire là au milieu, c'est à récupérer de la thune. C'était M6 pour Conan l'Aventurier, dit Steph Core. Bon, après, excuse-moi, mais ça veut pas dire grand-chose ce que tu viens de dire. Alors là, tu viens juste de tuer en fait 2 ans de podcast. Ça fait 2 ans en fait que tu fais ça. Bravo Jérôme d'avoir eu le courage de lui dire. Nous, ça fait 2 ans qu'on essaie. Ben non, mais parce que tu dis ça fait pas très Conan, mais ça veut rien dire. Ça fait pas très Conan. Tu te bases sur une image du film de Conan avec Schwarzy. Non, c'est Conan le barbare quand même. Mais non, mais pas Là, du c'est tout. Conan le Cimérien. Non, mais alors C'est le déjà, il faut arrêter parce que C'est le le Conan, destructeur, le le barbare de Schwarzy, c'est absolument pas Conan le Cimmérien de Howard. Alors, je me Et permets de on faire revient juste une aux pause. sources, là. Reviens au numéro 1, reviens au numéro 2. Mais C'est justement. un gros barbare. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Ah Et on non, en parlera après. Alors, j'ai pas lu celui-là, hein, mais dans le deuxième, il est pas du tout barbare, même si bon. on Tu verra. plaisantes ou quoi? Non. Ah non. Non. Pas mieux. Il est juste général d'armée. Mais à part ça, tout va bien. Oui, mais il fait de la tuerie de masse. Ah oui, mais il est général d'armée. Bon, Non, mais justement. Non, Tu après- connais beaucoup de généraux qui sont en première ligne, toi. Après, il faut quand même saluer les post-phases de Patrice Luinet qui est un putain de spécialiste de Conan. Hein. C'est le spécialiste. et qui sont très bien faites et C'est qui remettent très très bien détaillé. les choses dans le contexte. Tout ce que notre ami, alors faut pas que je t'appelle Thierry, c'est ça? Non, tu Isaac. Brigitte, s'il te plaît. Tout ce que Brigitte a dit, en fait, c'est ni plus ni moins que repris dans la post-phase de Thierry Luinet. Mais t'as pas, Patrice Luinet. t'as pas un nom de fille officiel, toi, déjà? Si, c'était à l'ombre des bulles qu'il a trouvé. Oui, c'était, je sais plus quoi. Joséphine, Jo- Josiane. Détourne pas la conversation, les gars. Je sais plus. Enfin bon. Oui, tu as tout à fait raison. C'est écrit en postface et après, tu peux t'en rendre compte quand même par toi-même, ne serait-ce que par le dessin. Ah non, mais on est bien d'accord. Les dessins des grands méchants et notamment du grand méchant. Oui, enfin c'est de l'Indien quand même. C'est ça. Non, mais pour remettre les choses dans le contexte, comme le dit Patrice Luinet, Howard en a marre en fait de Conan en 1934. Il a envie de faire une histoire sur le Far West et il pond en fait une histoire du Far West dans l'univers de Conan. Parce qu'il sait très bien que ça va pas être accepté par les éditeurs. Exactement. Parce que le pulp étant trop codifié, machin. Voilà, tout est très bien expliqué. Maintenant, voilà, sur la partie, sans rentrer dans le détail de l'histoire, c'était juste pour recadrer les choses dans graphiquement l'interprétation et scénaristiquement l'interprétation. Voilà, c'est de la chasse à l'Indien, quoi. Ou de l'Indien Tout qui à fait. récupère ses Et territoires. il n'y a pas de cul. Ah non, il n'y a pas de cul. Eh ouais, non, mais c'est la partie décevante parce que dans le tome 2. Décevante ou pas. On y va, justement, il était très intéressant le tome 2 pour un point très. Dans le tome on verra. 2, quand même, on reste sur une image On va essayer classique de du traiter Conan. la collection. Parlons du tome 2. Thio, de quoi nous parle ce tome 2 qui est fait par Vincent Brujas et Ronan Toulouat. Ceux qui ont fait Bloc 109. Alors du coup, pour citer quand même Gabella et Jean, avaient fait en fait La Licorne en bande dessinée qu'on a déjà chroniqué lors de notre précédent podcast. Fais attention, tu perds ta voix. Je sais, mais bon, on est presque à la fin là, c'est bon. Donc Brujas Toulouat, donc c'est Bloc 109 pour eux. Et j'ai trouvé ça, c'est sans parler déjà de ce tome-là, ce que je trouve très très intéressant dans la collection qui est produite là, c'est d'avoir plusieurs auteurs qui vont avoir un regard différent sur Conan.
Moi, je me suis mis assez récemment à écouter donc justement les histoires, les histoires de Howard en livre audio d'ailleurs dans ma voiture. Les livres audio, franchement, je sais pas si vous savez, mais c'est super bien. Et donc là, ce deuxième tome va nous parler de Conan qui est dans une bourgade. Quelque part, on pourrait retrouver un petit peu le Conan le barbare. Arrêtez de dire des conneries sur le chat. Ça se voit maintenant quand je rigole comme un con. Je te remercie de me couper. Vas-y, reprends. Parce que finalement, ça c'est quand même une constante. Et ça, même en live, tu y arrives. On retrouve un petit peu le Conan qu'on avait au début de Conan le barbare dans le film, où il a gagné de la thune, il est dans une ville en train de se saouler dans un bar, voilà, en mode je bois, je baise à donf. Et il croise donc la princesse qui est déguisée dans la ville, qui finalement a rêvé de lui et qui l'a vu réussir à détruire les ennemis de son peuple, une sorte de horde démoniaque dirigée par le sorcier Natok. Et là, du coup, de simple soldat, en fait, Conan va prendre le rôle d'une part de mercenaire, mais ensuite aussi de général d'armée, où il va en fait diriger les armées de la cité contre les hordes démoniaques en question. Et là où sur le tome précédent, enfin le tome qui vient après dans la publication, mais où on avait donc un Conan qui était juste mercenaire, un peu badass, qui roxe du poney parce qu'il est multiclassé, qui fait un peu de magie aussi. Ça me fait l'idée, ouais. Et là, on a en fait le gars qui fait de la stratégie, quoi, et qui fait de la stratégie avec. Je vais pas envoyer mes gars se faire défoncer juste pour le plaisir. On va pas se faire tuer juste pour le plaisir de se faire tuer. On va essayer de faire la guerre, mais en ayant un maximum de survivants à la fin. Et pourtant, on pourrait aussi résumer ce tome d'une façon un peu différente. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, hein, mais c'est ça que j'ai trouvé assez drôle dans cette histoire, c'est qu'il y a une certaine dichotomie. Parce que l'histoire, c'est aussi un méchant sorcier essaye d'invoquer une créature démoniaque. Conan va lui péter la face parce qu'il a enlevé la princesse et à la fin, il la baise. Alors, moi, c'est quand même l'intrigue que je t'ai bien résumé aussi. Oui, mais finalement, et dans celui-là, on pourrait dire, on se rapproche plus de ce qu'on a beaucoup vu dans le film de Conan le barbare. C'était la volonté de Howard à l'époque, c'était aussi de faire une histoire où il y avait du cul. Quand oui, même, non, mais c'est du pulp, on est dans le sujet. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une intrigue qui, quelque part, et j'ai pas été choqué par ce côté cliché, parce qu'on est dans le cliché, parce que... On est dans le basique bourrin de Conan. C'est l'histoire d'Howard. Il a créé les clichés, quelque part, d'une certaine manière, et tu peux pas lui en vouloir de les utiliser. Alors, le basique bourrin, oui et non, parce qu'à un moment donné, il est quand même général d'armée. À un moment donné, il y en a qui veulent lancer une charge de cavalerie, il dit hop, 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 y allez pas. Mais alors... Voilà. Être un barbare, ça veut pas dire être un gros con. C'est juste que tu as des grosses aptitudes au combat. Ah, là, par contre, en l'occurrence, c'est un peu moche. Là, en l'occurrence, et c'est la même chose dans le tome 2 ça, et dans le tome 3. C'est une magnifique double page. C'est-à-dire que il est capable de faire fi des codes habituels ou de l'honneur de guerrier, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la victoire. Ce qui l'intéresse, c'est de survivre. On s'en fout complètement. Il a, dans le tome 3, là, une histoire avec... il voit arriver des Pictes sur un bateau. Il leur crie 3 paroles en Picte pour que les mecs s'approchent. J'bim, j'bim, tu lances 2 flèches. Déjà, il t'en manque 2. Et ils finissent de les torcher à l'épée. Et là, c'est le soldat avec qui il est qui fait « Ouais, quand même, c'est pas très honorable comme combat. » Et Conan qui lui répond ouais mais en même temps c'était l'accent de quelle nation de l'époque que tu viens de faire? Oh mais tu nous casses les pieds toi, c'est pour faire des personnages différents. Juste les pieds. Et du coup Conan qui lui répond mais attends, l'intérêt c'était quoi, de préserver ton honneur face à un combat avec un Picte ou de remporter la victoire? Donc à un moment donné c'est exactement ça Conan, et dans le tome 2 c'est ça aussi, on s'en fout de l'honneur, on s'en fout de partir la fleur au fusil en 1 contre 1 dans une grande plaine. Non, on profite de la géographie des lieux pour avoir une victoire et avoir plus de chances de son côté, quoi. C'est du basique Conan. On n'est pas là pour faire dans la dentelle, pour faire du joli combat. Tu es prêt, allez on se salue, machin. Non, c'est pas ça l'idée. On va gagner à l'arrivée. Peut-être qu'on peut lire la dernière phrase du tome 3 qui est quand même mythique. La barbarie est l'état naturel de l'humanité, la civilisation n'est pas naturelle. Oui. La civilisation n'est qu'un accident, la barbarie triomphera. Finira toujours par triompher. Vivement les prochaines élections présidentielles. C'est une collection. Alors, c'est une collection qui est difficile. Et le tome 4 est très attendu. À coup de curé, oui, parce qu'il est dessiné par Robin Recht, je crois.
Et par le titre, qui est quand même un titre mythique, hein, c'est la fille du géant du gel, qui est assez mythique dans les nouvelles. Alors, c'est assez difficile, je dirais, à noter, parce que la collection, je la trouve très réussie, mais aucun tome ne m'a fait avoir un coup de cœur de la mort, alors qu'ils sont très réussis dans le genre. Je pense que vous allez un peu me rejoindre là-dessus. La collection est très sympa, elle est super intéressante. Très honnêtement, je ne me rappelle plus du premier tome. Je ne sais même plus si je l'ai lu ou simplement feuilleté. C'est la grande histoire d'amour de Conan, pourtant le premier tome. Oui, je sais, mais je l'ai feuilleté sûr. Je ne sais plus si je l'ai lu. Non, mais ou on pas. l'a pas eu, nous, donc faut que je l'achète, en fait. Par contre, entre le tome 2 et le tome 3, je trouve que c'est pas du tout de la même qualité. Personnellement, j'ai préféré le tome 3 de très loin au deuxième tome. Tome 3, c'est le vert. Oui. Qui se perd dans le tome 2 en tergiversation totalement stérile et inutile pour arriver, à l'arrivée, faire un résumé à la Pierrick de tout à l'heure. Basique bourrin, bim, je te prends et je t'enfile mon épée à travers le corps et l'histoire, elle est finie en 2 pages et demie, quoi. C'est... Voilà, et puis en plus je trouve que le scénario est pas très bien raconté, ça manque cruellement de rythme et de découpage, là où à l'inverse l'histoire est bien racontée, scénaristiquement parlant le découpage est bien meilleur dans le tome 3, donc voilà, c'est des choses qui font partie du jeu ma pauvre Lucette quand on est dans la même collection mais avec à chaque fois des auteurs différents, voilà. Bon, Glénat, on vous attend au tournant pour le tome 4. Hein. Oui, puis il faut Surtout Jérôme. Faut qu'on lise le tome 1 aussi, donc... Non, mais si, le tome 1, c'est la couverture avec Conan qui est en haut de la montagne de crâne avec la gonzesse qui est entourée autour de lui, là, c'est ça? Et avec un serpent, et un gros serpent. C'est la reine de la Côte Noire. Et c'est le grand amour de Conan, il n'en aura pas d'autre. Voilà, on verra ça. C'est vrai, après il reste vierge le reste de sa vie. Allez, on quitte l'univers de la barbarie sauvage. L'amour et la sexualité, ça n'a jamais été pareil hein, pour Conan. Hein. Pour personne. Pas que pour Conan. Ernest et Rebecca, le tome 1. Alors là, on est vraiment dans le transition après Conan, quoi. On passe du coq à l'âne. On va trouver une transition plus souple, les gars, non? Dans le bon vieux rattrapage. On aurait dû mettre le chemisier après. Hein. Alors en fait, c'est une BD qui traîne dans notre liste de lecture depuis un moment, en fait, depuis qu'on devait interviewer Guillaume Bianco. Que l'on a interviewé. Voilà. Ouais, que c'était cool. Que je trouve intéressante. En fait, on est chez Le Lombard, dans une collection de gags en une planche, dessinée par Antonello D'Alena, ouais, c'est bien, j'ai bien prononcé. Voilà. Qui nous raconte l'histoire d'une petite fille et de son virus. Elle a une maladie qui est un peu pris... qui est personnifiée, donc on rejoint un peu le côté qu'on a dans du Calvin et Hobbes par exemple, où c'est son ours en peluche qui est personnifié, sauf que là c'est sa maladie. Et donc on va suivre les aventures d'une petite fille malade. Et on va essayer de faire de l'humour avec ça, de nous raconter comment elle poursuit sa vie autour de ça, la gestion de ses parents aussi, qui ont des relations compliquées, on va dire. Et j'ai trouvé... alors le dessin est vraiment, je trouve, très efficace. On est dans l'école italienne Disney, j'ai envie de dire. Tous ces gens qui ont travaillé chez Disney en Italie à faire du Donald et compagnie. On reconnaît un peu ce trait-là. Et j'ai trouvé ça assez efficace, ça marche plutôt bien. C'est un humour parfois un peu difficile. J'ai cru comprendre que les tomes suivants... était encore plus dans les difficultés de la maladie, traiter un peu plus frontalement le sujet. Et franchement, voilà, c'est quelque chose que j'attendais pas forcément de Guillaume Bianco, parce que de ce que j'ai lu, c'est pas vraiment le genre de choses vers lequel je l'aurais vu aller. Et ça marche plutôt bien. Randall demande c'est quoi sa maladie? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Je crois pas que c'est dit à un moment, dans mon souvenir. C'est un truc immunodéficient, non? C'est possible, ouais. Enfin, elle est toujours malade, de toute façon, comme gamine. Votre avis, les gens? J'aime bien quand tu me regardes avec des grands yeux comme ça. C'est ça. Je vais passer la patate à Tizak. Il est chaud patate, lui. Ok, d'accord. Vous l'avez tous lu, mais il y a très longtemps. En fait. Non, c'est même pas ça. C'est que je me suis... Thio, c'est quand même très lâche. Je ne me suis pas du tout senti concerné par le tome. C'est pas du tout mauvais, mais je ne suis pas du tout rentré dans l'album. Voilà, j'ai lu un prospectus qui ne me concernait pas. Je suis désolé, c'est pas mauvais. C'est mignon,
c'est touchant. C'est mignon, c'est touchant, mais à aucun moment tu rentres pas j'ai dedans. été capturé. Tu vois, le chemisier, j'étais pas plus concerné. Je mets rarement des chemisiers, je me regarde rarement la poitrine. Mais ça m'a attrapé. Là, je suis pour l'instant en tout cas pas concerné par les maladies immunodéficientes, mais ça m'a pas attrapé. Vas-y, enchaîne avec ça. Voilà, maintenant il te refile la patate bouillante. Elle était chaude, maintenant elle était bouillante. Voilà, je trouve Tu y réfléchiras 2 fois la prochaine fois. c'est les dangereux parallèles quand même que tu donnes entre le chemisier et une maladie immunodéficiente. Oui. Voilà, donc, comme je disais, c'est mignon, c'est touchant, c'est bien dessiné. Il y a des moments qui sont drôles, mais je suis pas rentré dedans. Ça m'a pas. Là où Boula Zéro, par exemple, avait un côté qui m'avait vraiment plus accaparé. Où j'étais. Un côté, puisque ça continue à sortir et qui ça est dans le reste plus toujours réaliste, très bon. et qui est dans le plus réaliste en plus, Boula Zéro. Plus dans le. Mais disons que Boula Zéro, voilà, j'étais rentré dedans. Là, C'est plus premier degré, Boula Zéro, j'ai envie de dire. Voilà. Là, on est sur une projection vis-à-vis de la maladie. Oui, c'est ça, je sais pas. En tout cas, voilà, ça m'a pas convenu, on va dire, autant que ce que j'avais pu faire Boula Zéro à l'époque. C'est comme je disais, c'est vraiment, c'est très bien fait, c'est touchant, c'est drôle. Moi, ça m'a pas plus branché que ça. Lisez Boula Zéro. Bon, en gros, on a trouvé ça sympa sans plus. C'est Ernest et Rebecca. De Guillaume Bianco et Antonello D'Alena au Lombard. Et là, je cherche mon bouton pour faire ça. Et c'était pas ce bouton-là que je voulais chercher. C'est pas grave, si, ça marche. c'était celui-là. Non, t'es bien. Putain, je me suis pas trompé. Et Tu donc, vas nous parler donc de Timo On l'aventurier. termine avec Timo l'aventurier de Jonathan Garnier au scénario et Johan Sacré, monsieur Pipier, au dessin et à la couleur. J'ai interviewé. Timo est un jeune garçon qui vit dans un village assez isolé. Ambiance, on va dire, un peu... Nordique. Nordique, campagne médiévale, enfin un peu bizarre comme ambiance, mais on va dire, on n'est pas dans la technologie, quoi. Hein. Il n'a pas un portable, il n'y a pas de Wi-Fi dans ce monde-là et il n'y a pas Internet. Voilà. Ou alors c'est une zone blanche. Ouais, vraiment une zone blanche. Elle est très blanche. Et c'est un grand lecteur et il adore lire. Et il lit beaucoup et il lit tellement qu'il arrive le moment où il a lu tous les livres qui étaient disponibles dans sa ville. Et là, j'ai oublié de faire un truc. Ce que tu as oublié, c'est de regarder le conducteur pour te rendre compte que c'était pas à toi de faire le En fait, le chauffeur, sais, c'était pas ça en toi. fait 2 devis. Mais je sais pas qui me l'a donné. J'ai cru, moi, je vous fais confiance, les amis. Non, t'as tendu la main, tu l'as pris en fait. Et j'ai commencé à le présenter, mais c'est pas grave. Vas-y. Non, mais j'ai cru que vous l'aviez donné. Non, t'es lancé, mon pipi, vas-y. Bon, je poursuis alors. Bref, tous les livres ont été... il les a tous lus. Et il décide donc J'étais surpris aussi, ça me semblait bizarre. Et donc, il décide de partir, de quitter sa maison pour aller vivre l'aventure et écrire lui-même les livres à venir. On va donc suivre l'histoire de ce gamin qui part tout seul au milieu de nulle part et qui... Putain, vous avez des chouettes vidéos. Et qui donc... Ça va être bien pour demander des subventions. Très naïf, a un côté très naïf vis-à-vis du monde, et qui en parallèle dessine un carnet où il raconte toutes ses mésaventures, où il nomme les créatures qu'il rencontre parce qu'il ne les connaît pas, et où pourtant on n'arrête pas de lui dire va pas là-bas, c'est super dangereux. Et il va finir par rencontrer une créature emprisonnée, et il va se tisser entre lui et cette créature une relation, et la question c'est: est-ce que c'est une relation positive ou négative ? Est-ce que la créature elle-même est une créature positive ou négative ? En même temps, faut-il qu'une créature soit positive ou négative ? En tout cas, elle est mignonne. Elle est choupinoute. T'as envie d'avoir une peluche d'elle. C'est un peu l'ensemble des dessins qui sont réalisés par Johan Sacré qui sont comme ça dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans du rond et du géométrique. On a une espèce de gros écureuil renard Totoro Pandarou mais gigantesque et mignon, avec une tête toute ronde, avec un gros nez qui fait que râler, qui a deux petits yeux tout mignons, tout ronds, sauf qu'en fait il fait que râler, c'est une fouine quoi. Voilà, il aurait un autre physique, on l'aurait pris très vite en grippe quoi. Et ce petit garçon qui... C'est une BD sur le regard que... Pardon. et justement, le regard du petit garçon avec ses gros sourcils là. Moi, j'ai tout lu dans la vie et je suis fin prêt pour l'aventure. Il a une chemise dans le gosse, je crois. Une espèce de tunique. Mais c'est des boutons, c'est une chemise, je crois bien.
Et oui, mais quand il n'a qu'une chemise, ça fait une tunique. Poursuivez. Enfin, on peut discuter mode, on appelle Madame Cordula, si tu veux. Mais... On va appeler Bastien Vives. Et donc... C'est là que je veux pas que je fasse des blagues sur les petits garçons, pardon. Poursuivez. Non, fais pas des blagues sur les petits garçons, non, Pierrick. Et donc, voilà, ce petit garçon, il a une attitude que je trouve assez singulière. Il est à la fois très hautain parce que il estime avoir tout connu du monde parce qu'il a tout lu dans son village, mais en même temps, c'est une réaction relativement saine, finalement, de curiosité. Et honnête de préparation. Ses parents lui ont dit non mais quand tu auras tout lu, tu pourras partir à l'aventure. Et il a tout lu, sauf que ses parents pensaient qu'il aurait tout lu quand il aurait 25 ans, et il a tout lu quand il en a 8. C'est tout. Et c'est chiant les enfants précoces. Ah, c'est chiant les enfants précoces. Et c'est un petit peu ça, voilà. C'est-à-dire qu'il a cette part de naïveté, mais en même temps, il est très sérieux dans ce qu'il entreprend. Il a préparé son sac à dos de manière minutieuse en étant tout à fait à côté de la plaque, mais il l'a fait en toute bonne foi et de façon préparée. Il pense à prendre son petit calepin. Il part comme un véritable petit aventurier. À une certaine époque, on envoyait des bateaux à l'autre bout du monde, notamment nous Français, pour aller trouver, dessiner et donner des noms à des plantes et à des animaux inconnus. C'est un petit peu ce que fait ce petit garçon. Puis il va dans un monde post-apo en plus. Tu te rends compte très vite que le monde est post-apo. C'est ça. Il part de son petit village qui était dans une forêt. Il sort de la forêt et là tout de suite il se rend compte qu'il y a une espèce de gardienne de la forêt. Alors il l'envoie bouler parce qu'il estime que lui il a des aventures à mener. C'est pas une gardienne de la forêt, c'est la fille qui surveille les dangers qui pourraient venir de l'extérieur. C'est ça. C'est la gardienne de l'entrée de la forêt. Et voilà. Donc ce petit garçon il a à la fois parfois des attitudes très hautaines. Et en même temps, il a une attitude très adulte. Il est extrêmement sérieux dans ce qu'il entreprend. Après, ça reste un petit garçon. Il a besoin de se faire réconforter. Oui, il y a ce côté naïf. Et l'arrivée de ce gros pondarou qui va pouvoir faire des câlins, qui est trop mignon. Bon, ça, il fait du bien, quoi. Ouais, clairement. Thio. T'es trop mignon. Non, j'aime bien le cro-mignon. En fait. Oui. T'es trop mignon. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Il va casser l'ambiance, tu vois. Non, je vais pas casser l'ambiance. T'as fait une chronique ce soir, toi ou Non, j'ai juste dit que c'était de la merde, que ça me faisait chier. Non, si, il a kiffé Capitaine Zorg. Ah oui, c'est vrai. Merci d'être venu. C'est vrai. En fait, il faudrait pas qu'on ait deux personnes condescendantes au podcast. C'est ça. Tu crois pas? Ça fait trop. Une, c'est faisable. Deux, c'est beaucoup. La concentration est trop forte, en fait. Et la deuxième, c'est toi, Pierrick, ou Jérôme? Je sais Non. Moi, le problème de Timo, c'est qu'il est un peu tête à claque. Moi, j'ai envie de le baffer. C'est pas tant, tu vois, le monstre gentil qui en fait, t'es pas gentil. Non, en fait, c'est Timo que t'as envie de claquer. C'est le gosse qui te saoule, quoi. Qui te saoule parce que dès qu'il y a une connerie à faire, il dit mais moi, chez toi, là, je vais le faire. Eh ben, ouais, je fais une connerie. Voilà. Je veux dire, il a 2 neurones. Il n'arrive pas encore réussi à les aligner. Mais par contre, il sait tout. C'est sûr, tu sais tout. Mais bon, t'as pas réfléchi 2 secondes à ce que tu as lu, quoi. Donc, il a pas mis de sens, tu vois. Il connaît toutes les leçons. On a l'enseignant, là, ça y est. Il n'a pas mis de sens sur tout ça. C'est chiant les enfants précoces. Ouais, voilà, on en revient à ça. Et finalement, c'est chiant et ça te donne pas envie. Donc, Timo, c'est très joli, c'est très mignon, mais moi, ça n'a pas été ma cam. Ah ouais, t'as eu un Timothée dans une classe? T'as eu un truc Aucun Timothée. Ah, moi, j'ai envie de savoir le mystère qu'il y a derrière cet univers. C'est ça. Qu'est-ce qui a pu se passer? On se doute que la créature a un lien à ça. Enfin, c'est. Au-delà des personnages, l'univers est intéressant, les références, qu'elles soient japonaises, celtes ou autres, sont intéressantes, et la construction fait qu'il y a une espèce de climax, et on a envie de connaître la suite, quoi. Et quand je dis post-apo au niveau de l'univers, c'est du post-apo, en gros c'est un monde médiéval où il s'est passé quelque chose d'horrible, t'imagines? Il y a des ruines de partout. Il y a un côté Miyazaki-esque. Ouais, c'est ça. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était un bijou, mais je crois que le coup de cœur est encore perdu. Il n'y aura pas de coup de cœur dans cette émission, je vous le dis. Non, mais alors, j'ai envie de te dire, si le tome 2, parce que c'est prévu en diptyque uniquement, me semble-t-il, l'histoire se terminera en 2 tomes. Hein, et si le 2e tome est à la hauteur, on peut avoir effectivement un diptyque qui tient très très bien la route, qui peut être très très bon. Donc, personnellement, je réserverai un coup de cœur après la lecture du tome 2. Ok, mais il va falloir que ça convainque Thio, hein, il a besoin d'être convaincu. Oui, mais le 2e tome sera au niveau, puis sinon il relira le chemisier, ça lui fera du bien. Bon, eh bien, on va pouvoir passer à notre Express. Donc, seul le tome 11. Seul le tome 11. Bon, alors on va pas... C'est donc le 3e cycle que l'on aborde désormais sur Seul.
Alors, l'équipe d'enfants a été quelque peu séparée. Yvan est parti en Bretagne, il se retrouve dans la maison de ses parents, du temps où il était... pas de spoil. Il va donc, il se balade là-bas tranquillou pilou, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va retourner donc à Néo-Salem? Est-ce qu'il va retourner à Fortville? Voilà. Il hésite, il ne sait pas, et finalement, dans la nuit, il va avoir donc des rêves, et dans ces rêves, il va avoir donc Camille qui va venir le voir, et Camille qui va donc lui faire comprendre en fait qu'elle est l'enfant minuit, c'est-à-dire l'enfant en fait qui est la némésis, on va dire, de toutes les familles qui sont existantes pour l'instant. Bouquin intéressant, moi je trouve, dans l'histoire. On est sorti justement du cadre de la ville, on est sorti de ce qu'on avait déjà d'habitude, on est arrivé sur un décor qui est un petit peu la petite ville bretonne tranquille ou pilou, où tu irais aller manger tes petits coquillages au bord de mer, quoi. Et ta crêpe au caramel au beurre salé. En buvant une bolée de cidre. Voilà, tu vois. Mais ça suffit, les clichés. Non, mais c'est comme ça qu'il faut Je vous dis que j'étais à Saint-Malo. Pardon. Moi je trouve que c'est très bien, mais ça manque un petit peu d'allant, et ça c'est le début du cycle. Alors je me dis que ils veulent démarrer tranquille. Maintenant, c'est le deuxième tome du cycle. Hein. Oui, mais ça reste comme. Je trouve que c'est encore un peu lent. Il y a une difficulté du fait d'avoir un récit qui devient un récit choral aussi. Les personnages sont séparés, vivent chacun leurs aventures de leur côté. Mais ça reste, pour de l'horreur pour enfants, je trouve super efficace. C'est très abordable aux enfants. C'est très abordable. C'est vraiment une série que je trouve vraiment, vraiment intéressante. C'est Claire Mouvrini qui chante. Est-ce que ça s'essouffle pas un peu? C'est une question ouverte, je l'ai pas lu alors. Alors je dirais non. Moi je dirais non. Je me suis bien. Moi j'ai jamais réussi à rentrer. Le seul souci que j'ai, c'est qu'il faut maintenant quand même un petit temps pour que j'arrive à me rappeler le tome précédent. Oui. Il y a beaucoup. Parce qu'il y a quand même beaucoup. Il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup d'histoires. Et là, donc, je crois, c'est le tome 11. Ça demande un petit temps d'adaptation pour essayer de tout se remettre en tête. Mais je prends toujours autant de plaisir à le lire. Voilà, donc on attend la suite pour savoir comment va évoluer l'intrigue et si on va arriver sur quelque chose qui va tenir la route. En tout cas, les 2 premiers cycles étaient vraiment très réussis. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout de l'émission. C'est le moment de partir. Vous l'avez pas chanté encore. C'est vrai qu'on l'a jamais eu celle-là. Dans la maison ça change de ça y est, c'est fini, tu vois. Revenir, on a bien joué, on s'est amusé. Et je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir. Merci de nous avoir écoutés. Il faudra vous mettre à chanter un petit peu. Tu me dis qu'il y en a un autre après ou tu lâches tout le monde là? Ouais, non, mais on va y avoir une autre émission après. Mais on va dire ça. Si tu n'expliques pas maintenant que c'est terminé, les gens, tu crois qu'ils vont t'écouter jusqu'au bout du générique, et là, à la fin du générique, tu leur dis au fait, on revient pour une deuxième émission. Non, c'est maintenant, c'est now. Tu vois, c'était même avant la première émission que tu allais leur dire. Non, peut-être pas, parce que là, ils seraient partis avant. Voilà. Ils auraient fui. Fuis, courage, pauvre fou, fuis. Enfin, quoi qu'il en soit, on va couper le flux 2 secondes après le générique, on va le relancer, puis on va aller se resservir à boire, etc., histoire d'avoir 2 émissions bien séparées dans YouTube, ça sera mieux pour nous. Oui, et puis il faut pas qu'on ait le même degré d'alcool entre les 2 émissions. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés pour les quelques-uns qui étaient parmi nous, ça nous a fait vraiment très plaisir, surtout que vous êtes des habitués, et savoir qu'on a des habitués après plus de 9 ans de podcast, ça fait vraiment plaisir. Non, vous n'êtes pas sur l'écran là. Non, c'est pour ça on peut faire les cons. Voilà, je me suis mis juste ma tête. Bisous Jérôme, à bientôt. Jérôme, ne te cache pas derrière le filtre, s'il te plaît. Non, mais l'autre Jérôme. Dis-moi pas bientôt. Ah, mais tu non, sur le Jérôme qui est sur le chat. Ah oui, d'accord, ok. Alors, le Jérôme du chat, à bientôt. On revient donc dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Pour ceux qui nous écoutent en différé, vous allez devoir attendre au moins 15 jours pour avoir l'émission suivante. Ouais, on est comme ça, fallait venir au live, tant pis pour vous. Le live, c'est trop bien. Ouais. Alors, par contre, maintenant, on pourrait faire que pour ceux qui sont sur Tipeee, vous recevrez le podcast avant. Et là, le mec qui doit faire le montage, il est en train de pleurer. Tu vois, Randall te soutient, mon petit pied-pied, en disant que c'est compliqué de faire des émissions avec des loustiques pareils. Moi, j'aurais dit des lourdingues pareils. En gérant la technique de l'audio, de la vidéo en parallèle. Surtout quoi, parce que c'est lui qui est le plus lourd. Oui, je vois ça. On attaque le physique, là, ça y est. Okay. Voilà. Tu veux qu'on en parle ou... Non, mais c'est bon, écoute. Parce que je crois que ça y est, maintenant, t'es le plus lourd autour de la table. Ah non. En tout cas, c'est toi qui as la pile la plus grosse. Mais ça depuis toujours, tu sais, depuis bébé. C'est là que normalement je commence à lancer, vous voyez, en fond sonore. Mes parents hésitaient à m'appeler Paul, d'ailleurs. Et que je dis aux gens de ne pas hésiter à s'abonner à notre chaîne YouTube, tant qu'à faire, ça peut être une bonne chose. Oui, une très bonne chose. À nous mettre des
des pouces sur iTunes ou Facebook ou partout en fait. Dites partout que vous nous aimez. Non, c'est la meilleure Pierrick, chose tu ne peux que pas vous dire pouvez. qu'il faut nous mettre des pouces partout. Ça, je ne suis pas d'accord. En fait, dites du bien de notre émission. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous, c'est de la pub. L'autre meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de nous donner des sous sur Tipeee, sachant que vous pouvez donner ce que vous voulez. C'est quand même le meilleur moyen de financement des émissions indépendantes comme la nôtre. Sinon, vous envoyez La Voix des Bulles, l'épée de Mirabeau, ça arrivera. Hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Mettez un gros chèque dedans. En blanc, vous faites que signer, on se débrouille, on est autonome. Bref, quoi qu'il en soit, on vous dit merci encore et on se revoit très bientôt et même tout de suite pour ceux qui nous regardent en live. Le live va être coupé mais va revenir tout de suite à la fin du générique. Merci encore, à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bisous pour you. Bye. Tu sais que t'as pas coupé le flux vidéo en fait. T'as peut-être même pas coupé le flux audio non plus. Je viens de le couper.